Alors, le dernier webinaire, je l'avais présenté du cas 1 au cas 6. Donc, on s'était dit qu'on allait diviser les cas cliniques. Il y en a 10 au total. Vous les aurez, bien sûr, tous. On allait diviser en deux. Donc, je vais faire les... Du coup, je vais refaire le cas 1 quand même parce que c'est celui qui est le plus détaillé. Et après, je repartirai du 6 pour finir jusqu'au 10. Et de toute façon, vous les aurez. Si vous avez des questions pour les autres, ben, vous n'hésitez pas à nous les poser. Alors, le cas 1. Donc, on a la date de l'enquête, c'est le 22 mai 2024 après-midi. On a Madame Odile Soulier, 89 ans, hébergée à temps plein à l'EHPAD des Jolies Fleurs depuis plus d'un an. Elle se porte généralement bien et n'a pas été hospitalisée depuis qu'elle est dans l'EHPAD. Elle était au lit à 8 heures du matin, donc elle a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Elle n'a pas de sonde urinaire, ni de cathéter vasculaire, ni d'escar, ni de plaie. Elle est orientée et continente. Alors, le 15 mai, elle s'est plainte d'une douleur à la miction. Par ailleurs, elle allait bien, donc pas d'autres symptomatologies, pas de température. On lui fait une bandelette urinaire qui montre un résultat positif au nitrite et au leucocyte. Le 16 mai, un ECBU est demandé et est envoyé au laboratoire. Le 17 mai, on a les résultats de l'ECBU et là, on retrouve un Escherichia coli à 10 puissance 5. Et du coup, le médecin traitant met en place un antibiotique, donc l'amoxicilline, 1 gramme 3 fois par jour pendant 7 jours. Le 19 mai, le médecin traitant est repassé voir Madame Soulier qui se sent bien et qui ne présente aucun signe clinique. Le 22 mai, donc le jour de l'enquête, Madame Soulier va bien. Elle a donné son accord pour l'enquête. Et dans son dossier médical, il n'y a aucune mention relative à son traitement antibiotique depuis la prescription initiale d'amoxicilline. Donc les questions à se poser par rapport à cette patiente. Donc la première question, c'est de savoir si elle est informée de cette enquête. Donc, dans ce cas-là, oui, elle avait donné son accord. L'autre question à se poser, c'est est-ce qu'elle est éligible à l'enquête? Est-ce qu'elle fait partie des résidents éligibles? Et c'est oui, parce que elle est hébergée de façon permanente et elle est bien présente à 8 heures du matin le jour de l'enquête. Est-ce que la résidente a un dispositif invasif? Et là, pour le coup, non. C'est écrit dans le cas, donc elle n'a pas de sonde urinaire, elle n'a pas de cathéter vasculaire. Est-ce qu'elle a un traitement anti-infectieux le jour de l'enquête? La réponse, c'est oui. Elle a bien de l'amoxicilline qui a été prescrit le jour de l'enquête et l'amoxicilline fait partie des anti-infectieux qui seront ciblés par l'enquête. Et la patiente, est-ce qu'elle a une infection associée aux soins? Donc là, il va falloir se reporter aux algorithmes décisionnels. Et là, la réponse, c'est elle n'a pas de signe clinique, mais elle n'a pas d'infection réelle, d'infection associée aux soins, mais elle a quand même un traitement qui a été mis en place. Donc, il faut cocher oui. Donc, l'algorithme décisionnel, c'est celui-là. Donc, vous le retrouverez dans le guide de l'enquêteur. Donc, là, on aurait coché absence de fièvre et de leucocytes, mais elle avait quand même une douleur à la miction. Et elle a un ECBU qui est positif à 10 puissance 5. Donc là, elle rentre dans la classification des infections urinaires. Donc là, il faudra coder URI 1. Donc, il faudra vraiment se reporter à ces algorithmes pour vraiment déterminer si on code ou pas une infection associée aux soins.
Donc là, le questionnaire, si on remplit la première partie, donc une fois qu'on a rempli le nom de la patiente, la date de naissance, le code de l'unité, le sexe, on sait que pour Madame Soulier, il n'y avait pas d'unité adaptée, donc on code non. Elle n'a pas été hospitalisée antérieurement, donc on code non. Il n'y a pas eu, enfin dans les 3 mois, il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale, donc on va coder non. Elle n'a pas d'escar, elle n'est pas désorientée. Par contre, elle a un fauteuil roulant, donc on va coder mobilité fauteuil roulant, et elle n'a pas d'incontinence. Est-ce qu'elle a un dispositif invasif? On va coder non. Est-ce qu'elle a un traitement anti-infection? On va coder oui. Et là, on va donc remplir toute la partie sur l'anti-infectieux avec le code de l'amoxicilline, la voie d'administration, la durée du traitement qui est de 7 jours, le contexte de la prescription qui est curatif, le code du diagnostic, donc diagnostic pour infection urinaire, la réévaluation de l'antibiothérapie. Donc là, a priori, il n'y a pas eu de réévaluation de l'antibiothérapie. C'est la dernière phrase qui dit qu'il n'y a aucune mention relative à son traitement antibiotique depuis la prescription initiale. Donc, on comprend, mais on pourrait vérifier auprès de l'équipe et du médecin qu'il n'y a pas eu de réévaluation. Et lieu de la prescription, c'est l'établissement médico-social, puisque c'est le médecin traitant dans la structure qui a prescrit l'antibiotique. Alors, est-ce qu'il y a infection associée aux soins? Donc, oui. Et l'infection, le site, c'est URI 1, selon les algorithmes. Et donc, on a un germe, oui, on a des Escherichia coli. Et donc, pour ce germe, on reprend les résultats du laboratoire et on regarde les sensibilités qui sont demandées. Donc, on regarde si ce germe est sensible à la céphalosporine de 3e génération, C3G, s'il produit des BLSE ou pas, s'il est sensible au carbapénème et s'il produit ou pas des carbapénémases. Et c'est tout, on s'arrête là. On répertorie que on reporte que ces sensibilités-là. C'est celles qu'on recherche. Donc voilà pour le cas 1. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cas? Nathalie, il n'y a pas de main levée, il n'y a pas, parce que je vois rien en fait. Non, non, j'attendais un petit peu, Sophia. Oui. Pas de main levée, pas de message par écrit non plus. Ok, Non. donc tout est clair pour vous alors? N'hésitez pas à écrire hein, si vous n'avez pas de micro, si vous ne voulez pas prendre la parole. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Je peux? Oui. Allez-y, monsieur. J'avais levé la main, mais apparemment vous l'avez pas vu. C'est pas grave. Non, en fait, si j'ai posé une question d'ordre général, parce qu'on parle beaucoup de ce fameux guide de l'enquêteur. Vous pourrez rappeler les liens pour les. Ah bah d'accord. Ok. Non, mais la réponse est arrivée entre-temps. Merci. Autant pour moi. Oui, oui, j'ai C'est tout. Voilà, oui, oui. vous êtes plus rapide que et moi aussi, on est tous plus rapides que la transmission des données par le réseau Internet. Merci beaucoup. Donc Je vous en prie. tout est sur le site de Santé publique France, mais on vous mettra le lien. Et dans l'envoi du mail, on vous mettra également le lien direct vers toutes les ressources, donc vous les aurez. Alors, je passe, donc comme j'ai dit, au cas numéro 6. Désolée, là, ça va défiler, à moins que je fasse échappe.
Voilà. Alors, le cas numéro 6, donc le jour de l'enquête, c'est le 28 juin matin. Donc, Monsieur Fernand Sirot, 98 ans, hébergé à temps plein à l'EHPAD d'Orgea, en unité de vie protégée depuis 1 mois. Il a été hospitalisé le mois précédent, son hospitalisation pour AVC ischémique. À l'heure actuelle, il garde des séquelles de son AVC sur le plan moteur et cognitif. Il souffre d'une insuffisance rénale légère et d'une leucémie lymphoïde chronique évoluant depuis 3 ans. Il est très asthénique, désorienté, incontinent. Il reste alité le plus souvent. Il est porteur d'une sonde urinaire et présente un escar de grade 2 au niveau interfécier. Il n'a pas de cathéter vasculaire. 27 mai, donc jour de l'admission de M. Sirot en provenance du service de gériatrie du CH de recours. M. Sirot ne présente pas de signes cliniques particuliers. Dans son dossier, on retrouve un prélèvement superficiel de son escar qui indique la présence d'un Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, mais sans traitement associé, ni signe d'infection mentionné dans son dossier. Le 22 juin, M. Sirot présente des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë sans signe de gravité et on lui réalise un test Covid qui revient positif. Le médecin traitant va lui prescrire du Paxlovid pendant 5 jours. Le 24 juin, il va être hospitalisé au CH de proximité en raison d'une dégradation de son infection respiratoire. Et le 28 juin, jour de l'enquête, M. Sirot est toujours hospitalisé. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que le résident a été informé? On suppose que oui. Une information d'ordre général a été réalisée ou vis-à-vis de la famille. Est-ce que par contre, est-ce que le résident est éligible à l'enquête? Bah là, du coup, non, puisqu'il n'est pas, il y a bien l'hébergement permanent, mais il n'est pas là, à 8 h du matin le jour de l'enquête. Donc, pour ce patient-là, pour ce résident-là, l'enquête va s'arrêter et on ne fera pas de questionnaire du tout, puisqu'il ne fait pas partie des résidents éligibles. Donc ça, c'était un exemple de résidents non éligibles à l'enquête. Donc on va passer au cas clinique, à moins que vous ayez une question par rapport au cas numéro 6. Alors, il y a toujours une main levée, oui, c'est monsieur. Je pense que vous êtes connecté avec le PC de monsieur Lang, mais je ne pense pas que ce soit monsieur Lang qui parle. Si, c'est toujours moi, c'est toujours le même. C'est toujours le même. Non, pour le cas clinique numéro 6, ça veut dire implicitement que s'il a été hospitalisé la veille du jour d'enquête, il reste éligible. Puisque vous précisez que c'est hospitalisé à plus de 48 heures, je crois. En fait, s'il était là, c'est-à-dire que s'il était revenu de son hospitalisation, c'est ça? Non, repassez si vous pouvez, repasser oui. voilà, juste tap. Top. Voilà. Hébergement permanent, mais absent à 8 h le matin de l'EHPAD, et ce, depuis plus de 48 heures. Donc, c'est bien ce que je dis. S'il était présent la veille, avant d'être hospitalisé, par exemple, justement la veille, ça fait moins de 48 heures moins de 48 heures qu'il est parti, donc a priori, implicitement, il est éligible. C'est ça, je ne suis pas tout à fait, je n'avais pas vraiment fait attention, mais il part plus de 24 heures que de 48 heures, hein, dans le Là, guide. il y a marqué 40. Il y a marqué 40. Oui, je sais. Mais si vous voulez, entre ceux qui ont fait le guide et ceux qui ont fait les cas cliniques, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, je vérifie ça, mais c'est 24 heures, ce n'est pas 48 heures. Hein. D'accord, donc en toute logique, une personne qui a été hospitalisée la veille n'est pas éligible. Si elle a été hospitalisée le matin à 4 heures, le matin de l'enquête, elle a été hospitalisée à 4 heures du matin, elle reste éligible à ce moment-là. Mais elle n'est pas présente. Sauf qu'elle n'est pas présente, oui. Sauf qu'elle n'est pas présente.
Ouais. Donc, en fait, le fait qu'il ait été hospitalisé la veille, Oh, l'avant-veille ou 3 semaines avant, ça change rien. non, S'il n'est pas là, les s'il n'est pas 24 là, il heures, n'est pas là. S'il en n'est pas fait, là, les il n'est pas là. 24 heures, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si il s'en va, c'est-à-dire qu'il est là, il est là la veille, dans la résidence, et Ouais. qu'il s'en va en établissement de santé, mais qui revient dans un délai de moins de 24 heures, il est compté. Ah, d'accord, ok. Oui, parce que c'est pas clair du tout dans la formulation. Là, c'est pour ça que je posais la question. Mais là, le délai, il compte pas, puisque de toute façon, il n'est pas là à 8 heures du matin. Ok, donc c'est le facteur prédominant, c'est il n'est pas là à 8 heures du matin, peu C'est importe ça. depuis quand il n'est pas là. Ouais, D'accord. c'est ça. Merci. Alors, il y a une question dans le chat. Pour les résidents qui ne sont pas en capacité de donner leur accord, faudra-t-il demander l'accord aux tuteurs ou aux familles? Oui, oui, oui. Il faut Donc, la demander réponse est l'accord. oui. Et donc, et l'afficher aussi, si vous pouvez l'afficher aussi le jour de l'enquête. Et après, on m'avait posé la question dans le dernier mail si on pouvait transmettre les questionnaires aux familles qui posent des questions. Voilà, j'y vois pas d'inconvénient. Donc, si Mhm. vous. De toute façon, c'est sur le site de Santé publique France. Donc, s'ils veulent l'information, ils peuvent facilement la trouver aussi, hein. Donc, pourquoi pas, oui, pourquoi pas les informer. Il faut être transparent, il n'y a rien y a rien à cacher, au fait. Il vaut mieux d'ailleurs. Mais pour informer alors les familles et les tuteurs, donc les membres de cette OA, je demande si la fiche est suffisante ou est-ce qu'il faut on va dire un échange verbal avec les familles. Je dirais, c'est à vous de voir, hein. C'est en fonction des structures, des familles, du lien. Il y a pas d'obligation à les informer oralement. Donc, après, c'est à voir. En tout cas, il faut qu'il y ait une information, qu'elle soit écrite, orale. Bah, l'écrit, c'est sûr, il vaut mieux un écrit parce que ça reste. Après, si vous voulez doubler d'une information orale, c'est bien aussi. Après, ça Oui, dépend. oui. Mm. Il est certain que l'écrit est indispensable. Oui, c'est ça. Une autre question, peut-on être à la fois coordinateur et enquêteur? Oui, oui. Bon, après, le coordinateur, il ne fait pas tout non plus, hein. Donc, oui, c'est possible. Mais après, il faut aussi répartir un petit peu les rôles parce que ça fait beaucoup pour une seule personne. Nathalie, Sophia, c'est Émilie. Est-ce que je peux rebondir sur l'information et l'autorisation? Oui, vas-y. Alors moi, j'ai une réflexion, j'ai pas une réponse très très claire. Bien sûr, je ne me permettrai pas, je faisais pas partie du groupe national sur cette enquête. Par contre, j'ai fait partie de celui sur l'enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales de 2022. Et s'était posé toutes ces mêmes questions et le groupe avait beaucoup travaillé dessus. Alors, ce qui est absolument indispensable, c'est qu'il y ait une information écrite, c'est-à-dire qu'il y a un courrier type qui doit être soit remis à chaque résident, soit affiché, et en tout cas qui doit être largement disponible pour les résidents et les familles, à chacun de s'organiser. Après, ce qui avait été dit concernant les autorisations, c'était évidemment, il n'y a pas besoin de recueillir une autorisation écrite du résident, de son tuteur ou de la famille. Oui, pas de consentement en fait. Voilà, il n'y a pas de consentement à recueillir. Par contre, il faut que dans le courrier, mais je ne sais pas s'il est prévu comme ça, il faut mentionner que chacun est libre de refuser en le signalant à le C'est écrit dans la note, ouais. Voilà, donc je pense que ça doit être un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le principe de qui limo consent. Donc, il n'y a pas besoin de demander une autorisation écrite ou orale pour remplir la fiche, sachant que on va dire, moi je suis concernée là du coup plutôt en tant qu'utilisatrice puisque je vais le faire à Toul. Très clairement, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, 80% des résidents ne sont pas capables de donner un consentement éclairé. Plus ça va, moins les résidents, enfin, plus les résidents arrivent au bout de leur vie dans nos établissements. Et pour beaucoup, il y a énormément de troubles de la compréhension. Et du coup, c'est plutôt les familles, mais on ne va pas aller faire signer les familles. Quant aux tuteurs, on sait bien qu'à chaque fois qu'on veut demander un truc au tuteur, ça prend des mois, des semaines, voire des mois. Donc, ce n'est pas réalisable.
Donc voilà, si personne ne s'oppose, ni le résident, ni sa famille, et qu'il est informé, donc il y a une distribution, on peut le faire. Nous, on le fait avec les plateaux repas, en fait, ou dans les salles à manger, comme ça, chacun a la feuille, en tout cas tous ceux qui sont capables de lire. Ou par l'intermédiaire du CVS aussi. Ah, le CVS est informé, bien sûr. Hein, et ils sont informés, tous les membres du CVS sont informés. Mais disons qu'il ne suffit pas pour dire que les résidents le sont. Ok, merci Émilie. Alors, il y a autre question. Ok, ça marche. Oui. On va passer aux cassettes. Donc, l'enquête a lieu le 28 juin matin. Donc, Monsieur Alain Girard, 95 ans, est hébergé à temps plein à l'EHPAD des Lilas. Il est autonome et continent. Il est traité pour une insuffisance cardiaque, une hypertension artérielle associée à une insuffisance rénale légère. Il n'a pas de sonde urinaire, ni de cathéter vasculaire, ni d'escar, ni de plaie. Et il a besoin d'un appui à la marche. Donc, l'EHPAD connaît depuis 3 semaines une épidémie de Covid. Et un dépistage a été réalisé pour tous les résidents quelques jours avant l'enquête par test antigénique. Et là, M. Girard, qui ne présente pas de symptômes, est positif le 23 juin. Le 28 juin, le jour de l'enquête, M. Girard est présent dans l'EHPAD à 8 h du matin. Il va bien, il n'a pas de traitement anti-infectieux et il est d'accord pour participer à l'enquête. Donc là, c'est toujours les mêmes questions. Est-ce qu'il est éligible? Oui. Est-ce qu'il est informé? Oui. Est-ce qu'il est éligible? Oui, il est là à 8 h du matin. Est-ce qu'il a un dispositif invasif? Non. Donc pas de sonde, pas de cathéter. Est-ce qu'il a un traitement anti-infectieux? Non. Il n'y avait pas de prescription d'anti-infectieux le jour de l'enquête. Est-ce que le résident a une infection associée aux soins? Donc là, il n'y a pas de signe clinique, mais il a un test Covid positif 5 jours auparavant, 5 jours avant le jour de l'enquête. Et là, pour cocher infection associée aux soins, il faut se reporter donc à l'algorithme décisionnel. Et là, nous avons pour le Covid-19, donc la présence d'un prélèvement biologique, un TROD, un tag positif. Il n'a pas de symptômes, donc on va coder COV-A, c'est-à-dire infection Covid asymptomatique. Donc là, c'est le questionnaire. Donc on aura pour ce patient-là toute la partie caractéristique du résident. Donc il n'a pas d'escar, il n'est pas désorienté, il est ambulant, même s'il a besoin d'un appui, mais ce n'est pas un fauteuil roulant, il n'est pas alité, donc on coche ambulant, parce qu'on m'a posé la question si un déambulateur, comment cocher le besoin d'un déambulateur, donc c'est ambulant. Quand on a un déambulateur, on coche pour la mobilité ambulant. Il n'est pas incontinent. Donc, en termes de dispositif, il n'en a pas. En termes de traitement anti-infectieux, il n'en a pas. Et pour les infections associées aux soins, donc il a un Covid asymptomatique. On va coder COV-A et le micro-organisme, c'est VIR. Et là, il n'y a pas de sensibilité à rapporter puisqu'on ne recherche pas de sensibilité pour le SARS-CoV. Donc là, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cas clinique? Alors, pour le moment, je n'en vois pas. Bon, il était assez simple. Hein. Peut-être les personnes... alors, l'équipe du GH-RMSA, lève la main. Est-ce que vous avez une question? Bonjour. Là, on avait une petite question comme ça, parce que du côté EMH, on a presque 350 lits à étudier si l'EHPAD, une EHPAD ne nous aide pas du tout, parce qu'il y a des problèmes de personnel en ce moment. Ça se passe comment? Ça n'a rien à voir avec le K8, hein, Pascal, je crois. Comment?
Ça n'a rien à voir avec le K8. Non, mais je voulais poser la question par Non, rapport à non, mais ça, parce que... bah, si Non, c'est mal parti, je veux dire. S'ils veulent pas vous aider, mais- c'est mal parti. Comment? S'ils veulent pas vous aider, c'est mal parti. Voilà. Oui, mais alors comment ça se passe en fait, en vrai, si c'est mal parti? Comment ça se passe? En non répondant, comment? T'es pas obligé de me répondre tout de suite. Mais Non, mais et c'est une EHPAD qui dépend de l'établissement, ou c'est lié à l'EMH plutôt? Celle qui dépend de l'établissement du GHRMSA, ça posera pas de problème, mais c'est plus par Ok. rapport à celles qui dépendent de l'EMH. Écoute, oui, on pourra en rediscuter, mais après, s'ils veulent pas, ça reste quand même sur la base du volontariat, hein. S'ils veulent pas, ça va être compliqué, hein. D'accord, on est quand même là-dessus parce qu'on en a Ouais. sur une là et ça va être chaud là, donc c'est pour ça. D'accord, très bien. Mais Elle n'est pas tirée au sort. Bah oui, oui, bien sûr, il a été tiré au sort. Ah, elle tire au sort. Oui, oui, il y a des destins des fois sur certaines D'accord. EHPAD. Non mais voilà, merci. Ok, ouais, si tu veux, on en reparle après. Ouais. Il y a une autre question, je crois. C'est toujours le GHRMSA qui a sa main levée. Et monsieur, c'est plutôt monsieur Womsheim, du coup. Je pense que quand vous écrivez, c'est sous le nom de monsieur Lang, qui indique qu'il ne s'agit donc que d'une information et non une affirmation de consentement. C'est alors très différent. Il ne serait donc pas nécessaire de tracer un assentiment, mais juste de noter un refus et que figure quelque part l'information. Voilà. Donc, c'est un complément, une précision par rapport à ce qu'a dit Émilie tout à l'heure. Tout à fait. Oui. Ok. Rien d'autre pour le moment. Ok, bon, on va passer au cas numéro 8. Donc, la date de l'enquête, c'est le 18 juin. Monsieur Alphonse Durand, 97 ans, hébergé à l'EHPAD de la Joie, en UHR, depuis 1 an. Il est désorienté, incontinent, il se déplace en fauteuil roulant, et depuis son admission, il présente des ulcères variqueux dans un contexte de HTA et d'insuffisance veineuse sévère. Lors de la dernière consultation médicale, le médecin remplaçant a prescrit un prélèvement cutané des ulcères par écouvillonnage. Et l'examen clinique retrouve un écoulement séreux, rougeur, chaleur et léger gonflement. Suite au prélèvement effectué, on retrouve un Staphylococcus aureus méticillino-sensible. L'IDE a contacté le prescripteur qui est passé donc le 17 juin, la veille de l'enquête, et a prescrit de l'amoxicilline par voie orale, Amox acide clave, l'association, pour 10 jours. Le résident est bien sous traitement le jour de l'enquête. Le bilan biologique réalisé la veille de l'enquête est sans anomalie particulière. Donc là, la question à se poser, c'est s'il est informé, éligible. Donc oui. Le résident a-t-il un dispositif invasif? Non, il n'y en avait pas dans la description du cas. Le résident a-t-il un traitement infectieux? Oui, puisqu'il a Amox acide clave depuis le 17 juin et pour 10 jours. Le résident a-t-il une infection associée aux soins? Là, on coche oui, et là, vous vous reportez aux algorithmes décisionnels. Et donc, pour une infection d'escarre ou de plaie chronique, il coche le critère numéro 2 avec 4 signes cliniques. Et donc, on va coter infection IESC dans le questionnaire. Donc là, on a le questionnaire pré-rempli, donc avec la première partie. On a noté qu'il était en fauteuil, donc on note fauteuil roulant pour la mobilité, qu'il était désorienté, qu'il était incontinent. Il n'a pas de dispositif invasif. Et on note donc le code de l'association Amox acide clave, la voie orale, les 10 jours de traitement, que ça a été prescrit dans un contexte curatif. On note le code de l'infection, donc c'est PTM, donc infection de la peau des tissus mous.
La réévaluation d'antibiothérapie, là, on est trop tôt, donc il faudra revenir vérifier si elle va être faite à 72 heures. Et on note le lieu de la prescription qui est l'établissement médico-social. Est-ce qu'il a une infection associée aux soins? Donc c'est oui, le code de l'infection. Et là, on note le germe retrouvé puisqu'il y a un prélèvement, donc c'est le Staph aureus, et on note sa sensibilité à l'oxacilline et aux glycopeptides, et en l'occurrence, il est sensible aux deux. Voilà pour le K8. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au K9? Oui, il y a une main qui s'est levée de Madame Kébi Kassar. Bonjour, mais c'était une question qui rejoignait les EMH, donc on en parlera après, comme Sophia a dit. Oui, si c'est vraiment des questions très particulières. Ouais, À la rigueur, je préférerais qu'on s'appelle pour en parler. Ok, ça marche, merci. Eh bien, pas d'autres questions. Ok, donc je continue sur ma lancée. K9. Excuse-moi, Sophia, il y a quelque chose qui arrive. Le personnel enquêteur de l'EHPAD peut-il renseigner avant les questionnaires dans les jours qui précèdent l'ENP pour faciliter l'enquête, c'est-à-dire débuter l'ENP avant la date de l'ENP? Moi, j'ai un peu réfléchi à la question et je me suis dit qu'on pourrait peut-être compléter toute la première partie. Mais je poserai quand même la question à Santé publique France. Pour moi, il est possible quand même de préparer toute la partie caractéristique. Oui. Et après, mais par contre, pour tout ce qui est dispositif invasif, bon, ça peut être préparé aussi, mais il faudra vérifier au moment du passage qu'il n'y a pas quand même un cathéter qui n'a pas été posé ou enlevé, ou voilà. Par contre, pour tout ce qui est traitement anti-infection, infection, tout ça, je le ferai le jour même de l'enquête. Mais je redemanderai, parce que c'est une question qui a déjà été posée dans le webinaire précédent par rapport à la quantité de lits, des fois dans une seule unité, par rapport au questionnaire à remplir, si c'est une unité de 60 lits, c'est pas possible sur une seule journée, quoi. Alors, de ce fait, il y a une dame qui dit « Donc, je dois faire mon enquête pour les 102 résidents de l'EHPAD en remplissant pour chacun d'eux le questionnaire résident. » Oui. Un questionnaire égale un résident. Oui, s'il est éligible, oui. Bien sûr, s'il est éligible, hein, voilà. Au regard des critères que tu as déclinés tout à l'heure. C'est ça. Donc, je sens Sabrina un peu, on va dire, fébrile quant à la charge de travail. Il y a d'autres mains qui se sont levées. Le GHRMSA a levé 2 mains. Si vous voulez parler, mesdames. Oui, c'est Karine, en fait, bonjour. Bonjour Karine. Je voulais te demander, en fait, juste une petite précision par rapport à la notification de l'ID résident. J'ai cru comprendre qu'en fait, il faut le renseigner le jour de l'enquête. Est-ce que c'est juste ou pas? Alors, je laisse Olivier répondre, mais c'est fait après avec Prévias. Ça, ce sera quand vous saisirez dans l'application. Dans un deuxième temps. Ok. Pardon. Oui, dans un second temps, oui. En fait, tu renseignes le nom et quand tu feras la saisie dans Prévias, tu auras l'identité et tu dois la reporter pour la traçabilité, pour faire la lien entre ta fiche papier et ta fiche électronique. Il faudra que tu reportes l'identité qui est le numéro qui est dans Prévias sur ton papier. Et ce numéro, on le reçoit quand? Quand tu vas faire la saisie. Mais quel est l'intérêt de le reporter sur papier le jour de la saisie alors qu'après le papier on le… Non, tu vas peut-être devoir revenir remettre, tu vois, l'information dans par exemple, si te manque, je sais pas, des résultats microbiaux, tout ça, tu auras peut-être besoin de faire le lien entre ton questionnaire résident électronique et ton questionnaire papier. Ok, d'accord. Et tant que tu n'as pas validé sur la plateforme,
ton questionnaire reste, tu vois, il faut pouvoir faire le lien entre les deux. Ok, ouais, c'est bon. Enfin, je ne sais pas si Olivia, tu complètes, mais Oui, non, c'est ça. C'est Ok. difficile d'avoir toutes les informations en une seule fois, en fait. ouais, c'est ça. D'accord, merci. Alors, il y a toujours les mains de Madame Kébi Kassar et puis voilà, qui est levée. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir, Madame. C'était déjà fait. Ah, C'est fait. alors, est-ce que mais vous pouvez... C'est resté. Ouais. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions, Sophia. Ok, on passe au cas numéro 9. Alors, la date de l'enquête, c'est le 18 juin. Madame Adèle de Dieu, 80 ans, est hébergée à temps plein à l'EHPAD des Roses depuis 2 mois. Elle a été adressée à l'EHPAD après son séjour en SSR. Elle est désorientée, incontinente et elle déambule dans l'EHPAD. Depuis quelques jours, elle refuse de s'alimenter. Un examen buccal réalisé il y a 48 heures, donc le 16 juin, retrouve une mycose importante. Les soins de bouche sont difficiles à administrer chez cette résidente. 10 jours avant l'UNP, elle a reçu un traitement par amoxicilline pour une angine à streptocoque A et le traitement antibiotique est terminé depuis 72 heures. Le jour de l'enquête, elle est considérée guérie de son angine et devant son état buccal, son médecin va lui prescrire un traitement antimycosique qui est un gel myconazole pour une durée de 7 jours. Donc, toujours les mêmes questions du début. Est-ce qu'elle a un dispositif invasif? Non, en l'occurrence. Est-ce qu'elle a un traitement anti-infectieux? Donc là, c'est non, puisque même si elle a son myconazole en traitement local, les traitements en par voie locale ne sont pas pris en compte dans l'UNP. Donc là, vous cocherez non. Est-ce que la résidente a une infection associée aux soins? Donc là, c'est oui. Donc on reprend le fait qu'elle ait une candidose buccale. Elle sera notée dans le questionnaire résident. Donc là, pareil, il y a un algorithme décisionnel dans le guide de l'enquêteur. Et donc, le site infectieux, c'est oral pour tout ce qui est infection buccale et candidose buccale. Voilà, et toute la partie caractéristique qui a été renseignée en fonction des éléments qu'on avait sur le patient. Par contre, dans le cas clinique, il était mentionné qu'elle avait été adressée pour un séjour en SSR depuis 2 mois. Et donc, vous voyez que là, on a coché pour toute hospitalisation. Dans les 3 mois, il y a coché non, parce qu'on considère les hospitalisations antérieures seulement en court séjour. Donc, quand il s'agit d'hospitalisation en SSR, on ne prend pas en compte cette hospitalisation-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport je continue, il y a encore voilà, et par rapport aux micro-organismes, donc dans ce cas-là, il n'y a pas eu de recherche de micro-organismes, donc on s'est arrêté juste au traitement local. Donc il faudra écrire, il y a des codes quand l'examen n'a pas été effectué, non F, c'est non effectué. Donc on n'a pas de micro-organismes. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ni de main levée. Ok. Merci Nathalie. Je continue sur le cas 10. Alors là, la date de l'enquête, elle est au 18 juin. Madame Louise Rieux, 84 ans, est hébergée à temps plein à l'EHPAD des Sources depuis 1 mois. Elle a été adressée à l'EHPAD après une hospitalisation SSR de 15 jours qui a fait suite à une fracture du col de fémur opérée début mai.
Elle est orientée et porte une sonde double J et elle se déplace avec un déambulateur. Il y a 10 jours, la résidente a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire et prise en charge en réanimation. Elle est revenue en EHPAD le 17 juin, donc la veille de l'enquête. À son admission en réa, elle a un dépistage digestif qui identifie une bactérie hautement résistante, qui est la Klebsiella pneumoniae OXA 48. Le jour de l'enquête, la résidente ne présente pas de signes cliniques en faveur d'une infection et elle présente un escarre de grade 2 au niveau interfessier. Donc, on repart sur les premières questions. Donc là, c'est bon. Au niveau de la résidente, est-ce qu'elle a un dispositif invasif? Donc là, du coup, c'est oui, à cause de la sonde double J. Donc, elle fait partie des dispositifs, de la liste des dispositifs invasifs urinaires. Est-ce qu'elle a un traitement anti-infectieux? Non, elle n'a pas de traitement anti-infectieux le jour de l'enquête. Et est-ce qu'elle a une infection associée aux soins? Non, puisqu'elle a un portage de bactéries hautement résistantes, mais elle n'a pas d'infection et les portages ne sont pas à recenser dans les portages de BMR, de BHR, ils ne sont pas à recenser le jour de l'enquête. Donc là, la fiche se résume au remplissage des caractéristiques du résident et à la partie dispositif invasif. Et là, par rapport à ce que je dit tout à l'heure, pour ce qui est de l'hospitalisation, comme elle est passée en SSR, on cochera non, puisque ce n'est pas du court séjour. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, si vous Oui, permettez. monsieur, je vous en prie. C'est toujours Monsieur Lang, hein, je ne sais pas comment je suis identifié chez vous, mais je n'ai pas changé d'identité en cours de route, c'est pas grave. Si j'ai bien compris le cas numéro 10, elle a quand même passé entre les mains d'un chirurgien pour sa fracture du col du fémur quelques jours avant, donc elle est hospitalisation, oui. Alors, on va re-regarder. Lui. Ou non, elle était en réa. Elle a été en réa, elle a une fracture du col du fémur opérée début mai, donc dans les 3 mois qui Ouais, vous avez raison. Ouais. L'éligibilité, et elle a été en réa dont elle est revenue la veille. Ouais. Donc pour moi, elle a été. Donc là, oui, vous avez raison. Ça, c'est une erreur. J'en ferai remonter. Ouais. Voilà, c'était juste parce que ça collait pas. Ouais, vous avez raison. C'est bien, vous êtes attentif. Eh bien, il n'y a pas d'autre retour. Ok, est-ce que vous voulez qu'on continue avec les autres cas cliniques ou vous pensez que vous avez compris la démarche et que vous les consulterez à tête reposée et que si vous avez des questions, vous revenez vers nous? Je ne sais pas, comme vous voulez. On a encore un petit quart d'heure devant nous. Bon, moi, je pense que ça va. Dites-nous, mettez dans le chat ce que vous souhaitez. N'hésitez pas. Ça fait beaucoup d'informations. Oui, ça fait beaucoup, ouais, je pense. Ouais. Pour Ivana, c'est tout bon? Ouais, je pense. Certains disent on continue, d'autres disent c'est tout bon. Il y a des personnes qui désirent continuer, Sophia. Ok, bah, on va continuer.
Je repars sur le cas 2 alors. Je vais mettre en plein écran. Ouais. C'est bon, vous l'avez? Vous le voyez à l'écran, le cas 2? Oui. OK. Donc là, l'enquête a lieu le 22 mai. Madame Anne Ducrot, 90 ans, est hébergée à temps plein à l'EHPAD de Laurier, d'Étain, depuis 2022. Elle est incontinente dépendante pour la toilette. Elle n'a pas de sonde urinaire, ni de cathéter vasculaire, ni d'escar, ni de plaie. Elle est orientée et elle se déplace en fauteuil. Le 17 mai, lors de la réalisation de la toilette, l'aide-soignante constate lors de l'ablation du change que ses urines sont malodorantes. Elle réalise une bandelette urinaire qui revient positif au leucocyte. L'IDE vient le médecin traitant qui va prescrire un ECBU. Le 22 mai, lors du passage de l'enquêteur, les résultats de l'ECBU n'ont pas encore été transmis au médecin traitant. Le lendemain de l'enquête, l'enquêteur est appelé par l'IDE car elle vient de recevoir donc, les résultats de l'ECBU qui rapportent un Escherichia coli à 10 puissance 3 avec une résistance au bêta-lactamine de type BLSE ainsi que des leucocytes à 10 puissance 4. La résidente ne présente aucun signe clinique en faveur d'un épisode infectieux, ni de signes de désorientation, ni de plainte inhabituelle depuis le 17 mai. Donc, bon, la première partie, c'est OK. Est-ce que la résidente a un dispositif invasif? Donc, dans le texte, elle n'en avait pas. Pas de sonde, pas de cathé. Est-ce qu'elle a un traitement anti-infectieux? Non, il n'y avait pas de traitement anti-infectieux. Est-ce qu'elle a une infection associée aux soins? Et donc là, si on se réfère à l'algorithme, elle n'a pas de signe clinique le jour de l'enquête, malgré sa bandelette urinaire et un ECBU positif. Donc, vérifier les critères retenus pour l'infection urinaire pour pouvoir coder ou pas. Donc là, on code non. Et donc, l'algorithme, je vais aller trop vite. L'algorithme décisionnel, c'est celui-ci. Donc, s'il n'y a pas de symptômes, malgré un ECBU plus ou moins positif, on ne codera pas une infection, on ne retient pas l'infection urinaire et il n'y a pas d'infection associée aux soins. Donc là, on remplit toute la partie caractéristique. Dispositif invasif, c'est non. Traitement anti-infectieux, c'est non. Et infection associée aux soins, c'est non. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cas? Alors, des mains levées. Monsieur Lang, toujours Monsieur Lang, qui a sa main levée. Je ne sais pas si vous avez une nouvelle question, monsieur. Oui, j'ai une nouvelle question, oui. À propos de ce cas, alors qu'on conclut à l'absence d'infection urinaire, ça me semble logique vu le tableau clinique quasi inexistant et la bactérie urinaire à 10 puissance 3 coli. Moi, dans mes vieilles études, on m'avait dit que l'infection urinaire à colibacille était confirmée au-delà de 10 puissance 6. Or là, 10 puissance 3, on est bien en deçà. Néanmoins, c'est vrai que les équipes rapportent souvent comme premier signe ou comme signe fréquent d'infection urinaire possible l'odeur urinaire. Alors, on peut en faire ce qu'on veut. Néanmoins, moi, je resterai au conditionnel vigilant quant à une infection possible à mycoplasme, parce que ça passe à côté de la bactérie urinaire classique. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'à ce moment-là, la possibilité d'une infection à Mycoplasma pneumoniae peut être évoquée et éventuellement qu'on cherche dans cette direction? Vous feriez quoi, en fait, comme recherche
Il y a des recherches labo spécifiques, non, pour le mycoplasme. Je sais pas, je maîtrise pas extraordinairement bien le sujet parce que c'est pas non plus des infections très fréquentes chez les personnes âgées, néanmoins. Et puis surtout que derrière, il peut y avoir un traitement spécifique. Mais là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait que le tableau clinique n'est évocateur de rien du tout. Ça, on est d'accord. C'est juste que ça fait tilt dans mes petits neurones à propos des infections urinaires à mycoplasme. Oui, enfin, l'investigation, elle peut être poussée. Mais là, par rapport à l'enquête, précisément, il n'y a pas de... Comment dire, le jour de l'enquête, il n'y a pas les signes. Donc, à partir de là, pour l'enquête, en tout cas, ça s'arrête. Après, pour la prise en charge de la patiente, c'est autre chose. Oui. Ah oui, non, parce qu'il n'y a pas les symptômes. Même si elle avait, oui, c'est ça. Imaginons qu'elle ait eu des critères d'infection urinaire, ok, clinique, avec avec un colibacille à 10 puissance 3, là on est en droit de se poser la question d'une authentique infection urinaire et donc d'aller chercher plus loin que la simple bactério. C'est ça que ça. Oui. Ouais. Et très bien, parfait. Merci. C'est tout pour le moment, Sophia. Ok. Donc, je vais passer au cas numéro 3. Alors là, la date de l'enquête, c'est le 18 juin. Donc, monsieur Pierre-Antoine, âgé de 84 ans, vit à l'EHPAD du Lac depuis un mois. Il est désorienté, se déplace en fauteuil et incontinent. Il a été hospitalisé il y a 7 jours aux urgences pour un état confusionnel et chute. Aux urgences, il va avoir un traitement à ceftriaxone en IM, instauré après un ECBU en raison d'une bandelette urinaire positive à leuco et à nitrite, associé à un état fébrile. Le diagnostic retenu est celui d'une prostatite aiguë. Le service des urgences a adressé au médecin traitant le résultat de CBU qui retrouve un Escherichia coli à 10 puissance 7 avec une résistance au BLSE plus des leucocytes à 10 puissance 6. 48 heures avant l'enquête, le médecin traitant a pris l'avis de l'urologue puis a réévalué le traitement antibiotique. Le traitement par ceftriaxone est remplacé par voie orale, par 500 mg 2 fois par jour pour une durée de 14 jours. Le 17 juin, donc la veille de l'enquête, le résident présente un épisode diarrhéique important avec 3 selles liquides depuis le matin. Et là, la recherche de toxines à Clostridium difficile est demandée. Elle revient positive le 19 juin, donc le lendemain de l'enquête. Alors, sur la partie dispositif invasif, il n'y a rien. Sur la partie traitement anti-infectieux, il y a le ceftriaxone. Le résident a-t-il une infection associée aux soins? Donc là, c'est oui, puisqu'il y a un diagnostic qui est cité de prostatite qui a été établi par aux urgences. Donc on récupère, il y a également on récupère aussi le résultat de la toxine puisqu'il y a également l'infection à Clostridium difficile qui a eu lieu suite à la prise de l'anti-infectieux. Donc là, on a donc les deux algorithmes décisionnels, donc celui qu'on connaît maintenant parce qu'on l'a vu plusieurs fois, celui des infections urinaires, donc c'est OK. Et pour l'infection à Clostridium difficile, on a donc un des 3 critères qui est rempli, qui est celui des selles diarrhéiques plus une toxine positive. Donc, on code infection à Clostridium difficile. Par contre, il faudra préciser si cette infection à Clostridium difficile, elle est acquise dans l'établissement de façon certaine, donc dans l'EHPAD, ou possiblement liée à l'établissement, un autre établissement où la personne a été hospitalisée. Et là, étant donné qu'elle a eu lieu, et donc c'est pareil, ça c'est précisé aussi dans le guide de l'enquêteur, c'est les enquêteurs qui
décide qui évalue au fait l'origine certaine ou probable. Ils font bien sûr confirmer par le correspondant médical, mais c'est à eux en fonction des éléments qu'ils auront, c'est à eux de cocher s'ils pensent qu'elle est certaine ou possible. Et donc dans ce cas-là, il est fort probable, enfin même certaine qu'elle ait eu lieu dans l'établissement médico-social. Alors, Bon, tout ça, c'est voilà. Enfin, on a déjà parlé sur les codes pour chaque micro-organisme qui sont retrouvés. Il faut noter les sensibilités, etc. On l'a déjà vu dans d'autres cas cliniques. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Il n'y a pas de main levée. Il y a une question, une remarque. Voilà, si le médecin coordonnateur n'est pas présent le jour de l'enquête, il est toujours possible d'échanger avec lui lorsqu'il sera de retour dans l'établissement. Oui. Oui, vous pouvez faire valider vos questionnaires après. Oui, ça c'est possible, oui. Mhm. C'est la seule question, Sophia. Pas d'autres questions. Questions et il est 15h57. Pas de main levée non plus. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous aurez encore 2 cas cliniques à découvrir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra du mieux possible. Et si on n'a pas les réponses, on fera remonter à Santé publique France. Oui, là. Plus d'autres questions? Pas d'autres questions. Ça marche. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. Et puis, je vous souhaite, pour ceux qui réaliseront l'enquête, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes les problématiques, même quand il y aura l'application Prévias, tout ça. Voilà, on est là pour essayer de vous accompagner au mieux. Je vous souhaite une belle après-midi. Je remercie Nathalie pour l'animation. Merci. Et je remercie Olivia Merci de m'avoir accompagnée sur ce webinaire. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas de vous déconnecter, s'il vous plaît. Au revoir et merci. Au revoir.